Chers frères et sœurs dans la foi, amis téléspectateurs, bonjour. Que Dieu le Père, qui a fait remonter d'entre les morts Jésus, vous donne la grâce et la paix. À ceux qui sont découragés par les épreuves de la vie et qui envisagent l'avenir avec pessimisme, Saint Jean, dans la deuxième lecture de ce 5e dimanche de Pâques, nous donne cette réponse rassurante de la part du ressuscité. Ciel nouveau, terre nouvelle, voici que je fais toutes choses nouvelles. Depuis Pâques, nous savons qu'un monde nouveau est déjà en marche, un monde de victoire, un monde de gloire. Et ce nouveau monde est ouvert à tous ceux qui mettent en pratique le commandement nouveau de Jésus énoncé dans l'évangile de ce dimanche en ces termes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La nouveauté du commandement de Jésus ne concerne pas l'amour mutuel qui était déjà une obligation dans l'Ancien Testament, car il est dit ceci en Lévitique chapitre 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant Jésus, le commandement de l'amour existait donc, mais il était malheureusement fragile et usé, car mal formulé, inadapté, incohérent. L'ancien commandement de l'amour imposait en effet l'obligation d'aimer comme chaque humain s'aime lui-même. Lévitique 19 a donc pris l'homme comme modèle de l'amour du prochain. Or, nous savons qu'en amour, l'être humain n'est pas une référence, ni une garantie, puisque non seulement il a du mal à aimer les autres, mais encore et surtout, il n'arrive parfois pas à s'aimer lui-même, à s'accepter comme il est. Avec l'évangile de Jean de ce dimanche, le commandement de Jésus est nouveau, en ce sens qu'il s'appuie sur des bases plus solides que celles du livre du Lévitique. Ce ne sera plus « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce sera désormais « tu aimeras ton prochain comme Jésus vous aime tous les deux ». L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres ne se fonde donc plus sur la fragilité humaine, mais sur la force divine. Et c'est cela sa nouveauté, c'est cela sa garantie qui nous fait vraiment entrer dans le monde nouveau. Alors frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres, non parce que nous avons envie, mais parce que Jésus nous aime tous, parce que chacun a du prix aux yeux de Dieu. La seule et principale raison d'aimer, c'est que nous avons tous été créés dans et par l'amour de Dieu, et nos vies n'ont de sens que lorsqu'elles reflètent cet amour vivant de Dieu. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Le diocèse de Saint-Louis, plus particulièrement la paroisse Saint-Prosper de Savoigne, a perdu son fondateur, le père Emmanuel Zanaboni, rappelé à Dieu le 3 mai 2022. Pour rappel, le père Emmanuel Zanaboni est fondateur du centre Saint-Blaise de Savoigne et curé de la paroisse Saint-Prosper. Suivons un extrait du documentaire réalisé par Oficom au centre Saint-Blaise Statue. Savoigne, un nom qui ne sonne pas sénégalais, mais c'est bien chez nous. Situé à 30 km au nord de Saint-Louis, entre le parc de Djoudj et la ville historique, ce village qui compte 2000 habitants est fondé vers les années 1960 et faisait partie d'un projet de développement lancé et géré par l'armée sénégalaise. À ses débuts, la communauté catholique de ce village était reliée à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis. C'est en 1982 que le père Emmanuel Zanaboni y est arrivé en mission avec comme projet la construction d'un dispensaire qui portait le nom de sa paroisse d'origine. En 1996, grâce à ses qualités artistiques,
Il eut l'idée de créer une crèche africaine qui répond aux normes de piété chrétienne avec le concours de 3 élèves apprentis. À la suite du succès de cette crèche, le centre Saint-Blaise Statue sera né avec comme orientation l'art sacré et la confection d'ornements liturgiques. De 3 élèves à ses débuts, il compte aujourd'hui 20 jeunes, dont 10 professionnels et 10 élèves boursiers, chrétiens et musulmans, avec en plus une section féminine. Nous présentons toutes nos condoléances au diocèse de Saint-Louis, plus particulièrement aux paroissiens de Saint-Prosper, au centre Saint-Blaise, et prions pour le repos de son âme. Ce dimanche 15 mai 2022, le pape François canonise à Rome 10 bienheureux, dont Anne-Marie Rivier. Anne-Marie Rivier est française née à Ardèche, en France, le 19 décembre 1768. À 16 mois, elle est tombée de son lit. Sa maman, une femme de foi, l'a menée devant la statue de Notre-Dame de Pitié, cela durant 4 ans. L'enfant implorait la Vierge Marie de la guérir en ces termes. Sainte Vierge, guéris-moi et je te ramasserai des petites. Je leur ferai l'école et je leur apprendrai à bien t'aimer. En 1794, alors que les couvents sont dissous, les religieux dispersés et les églises fermées au culte, elle appelle d'autres jeunes filles. Mettons-nous ensemble et nous ferons l'école. Ainsi naît, le 21 novembre 1796, une nouvelle famille religieuse, la Présentation de Marie. L'école sera le moyen privilégié pour annoncer Jésus-Christ aux enfants et aux jeunes. Les plus délaissés seront pour elle un souci constant. Aujourd'hui, dans 20 pays du monde, la femme apôtre continue de faire connaître et aimer Jésus-Christ. Dès les origines en 1796, Marie Rivier accueillait dans ses écoles des filles et des garçons d'origines diverses. La congrégation arriva au Sénégal en 1952. Marie Rivier a été béatifiée à Rome par le pape Jean-Paul II le 23 mai 1982. Le 13 décembre 2021, après reconnaissance d'un miracle qui lui est attribué, le Vatican ouvre la voie de sa canonisation. Sainte Marie Rivier, priez pour nous, pour notre Église et pour le monde. Bonne fête aux sœurs de la Présentation de Marie. Communiqué aux paroisses, foyers de marche et à tous les pèlerins. Le pèlerinage marial de Popenguine, qui rassemble les fidèles catholiques du Sénégal et de la sous-région, sera célébré du 4 au 6 juin 2022, après 2 ans d'arrêt du fait de la pandémie à Covid-19. Le thème de cette 134e édition est « L'amour filial, vocation et chemin de sainteté ». Pour cette édition, le diocèse de Kaolack sera à l'honneur de la célébration de la messe solennelle du 6 juin, présidée par son Excellence Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, avec l'accompagnement de la coordination des chorales du diocèse. Le comité national d'organisation rappelle aux fidèles les dispositions essentielles et pratiques ci-après pour leur permettre de vivre cette démarche de foi dans les meilleures conditions. Il s'agit notamment de privilégier l'inscription au niveau des paroisses, du port obligatoire du badge disponible dès l'inscription en paroisse pour tout pèlerin, de la préparation spirituelle avec la neuvaine proposée, de la prise de conscience du programme des célébrations pour une bonne orientation des pèlerins. Le comité en appelle au respect des règles pour permettre le bon déroulement du pèlerinage. Signé le président pour la coordination nationale de l'apostolat des laïcs, Abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf. À présent, nous vous proposons la rubrique Fidestec, animée par le docteur Marie-Christine Faye, qui reçoit en ce jour l'abbé Alphonse Sec, directeur de la Caritas nationale. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers téléspectateurs et bonjour, chers internautes. Bienvenue dans votre rubrique Fidestec
foi et technologie, votre rubrique qui vous parle de la relation entre la foi, la science et la technologie. Aujourd'hui, nous sommes là avec une association Caritas du Sénégal pour parler du secteur de l'eau et de l'assainissement, de la politique de l'eau et de l'assainissement de l'Église avec Caritas Sénégal. Dans les lectures d'aujourd'hui, on nous parle des disciples qui se déplaçaient de lieu en lieu pour faire du bien à leurs prochains. On nous parle d'une chose nouvelle qui arrive et qui remplace d'anciennes choses. On nous parle d'aimer notre prochain. Et c'est ce que Caritas essaie de faire à travers ses missions dans le Sénégal. Et comme invité, nous avons l'abbé Alphonse Seck qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la politique d'accès à l'eau et à l'assainissement de Caritas. Bonjour abbé Alphonse. Bonjour Christine. Pouvez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs et internautes? Je suis l'abbé Alphonse Seck, je suis prêtre de l'archidiocèse de Dakar. Je suis en mission à Caritas Sénégal depuis mai 2015. Et donc je poursuis cette mission que me confient les évêques du Sénégal. Depuis mai 2015. Donc la personne vraiment indiquée pour nous parler de tout ce qui tourne autour de la politique sociale de l'Église, en particulier l'accès à l'eau et à l'assainissement. Disons que c'est la vocation de Caritas d'être un peu le bras technique de l'Église pour tout ce qui concerne les questions dont nous allons parler, la question de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Parce que Caritas est une association qui est à la fois nationale et internationale, puisque Caritas Sénégal est membre d'une confédération qui s'appelle Caritas Internationalis, qui compte à travers le monde près de 170 organisations nationales et qui est présente dans 6 régions, dont l'Afrique est une des régions. Et Caritas Sénégal est donc membre de Caritas Africa, qui est une organisation qui compte 46 Caritas au sud du Sahara. Et ici au Sénégal, Caritas, le secrétariat national, coordonne l'activité des 7 Caritas diocésaines qui elles-mêmes ont des démembrements au niveau des Caritas paroissiales jusqu'au niveau des communautés ecclésiales de base. Donc c'est un peu cela la structure de Caritas. Et nous sommes structurés justement pour prendre en charge un certain nombre de missions, dont la mission d'aider à faire accéder le plus grand nombre à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement par des moyens qui sont disponibles. Oui, par les moyens qui sont disponibles. Et c'est ce qui a fait que nous avons noté votre présence lors du Forum mondial de l'eau, qui a été un grand événement organisé au Sénégal du 21 au 26 mars. Et on a vu que Caritas a participé à cet événement. Pouvez-vous revenir un peu sur les actions de Caritas liées à l'eau et à l'assainissement spécifiquement? Disons que le Sénégal est un pays du Sahel. C'est depuis très longtemps, depuis près de 50 ans, que Caritas est dans le domaine de l'hydraulique, de l'hygiène et de l'assainissement. Ce sont des centaines, pratiquement près de 300 forages que Caritas a creusés et mis en place au niveau des régions du Sénégal, avec sans doute la moitié en mini-forage et des centaines et des centaines de puits à usage agricole ou à usage domestique. Et sans compter que souvent les projets de Caritas ont été aussi des projets d'hygiène et d'assainissement, puisque nous avons créé énormément de projets, de programmes qui ont permis aux populations, surtout de la zone rurale, de pouvoir accéder à des latrines pour essayer d'arrêter un peu le péril fécal, n'est-ce pas, qui est bien connu au niveau de la zone rurale. Et voilà, de défécation à l'air libre, et qui est toujours accompagné de campagnes de sensibilisation pour arriver à changer un peu les comportements. Et au niveau de nos techniciens, qui sont très au fait des systèmes de latrines, il y en a même que nous avons conceptualisés et qui sont proposés aux populations. Évidemment, nos techniciens sont les plus habilités à en donner le détail technique, mais c'est des choses qui existent. C'est de très bonnes choses quand on voit, comme vous avez dit, depuis 50 ans que Caritas travaille dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à travers le Sénégal. Comment se fait cet accès? Vous choisissez vous-même les zones où vous voulez
implanter les projets, ou bien ce sont des villages ou bien des zones qui ont des soucis et qui viennent vers Caritas? Disons qu'il y a les deux. Des populations qui connaissent Caritas peuvent tout à fait venir à Caritas exprimer leurs besoins. Ça va être surtout au niveau des Caritas diocésaines, qui parfois, qui ont toujours une présence assez élargie sur l'ensemble du territoire diocésain. Donc de manière à pouvoir recevoir les appels venant des populations à la base. Mais il y a aussi que nous avons une connaissance du territoire, du pays, pour savoir dans les différentes zones quels sont les problèmes spécifiques. Il y a des zones où les problèmes sont des problèmes d'accès à l'eau. Il y a des zones où ça va être un problème d'accès à l'hygiène et à l'assainissement. D'autres, c'est des zones d'insécurité alimentaire. Donc, les réponses à apporter sont surtout liées à la sécurité alimentaire. Et c'est comme ça qu'on peut cartographier un peu les zones selon les besoins. Donc, les besoins peuvent remonter de la base vers Caritas ou partir de l'analyse que Caritas fait des réalités du terrain, donc des besoins, et essayer d'apporter des solutions à travers ces projets et ces programmes. Pourrait-on préciser que cela se fait sans distinction de religion ou de race? Absolument, parce que Caritas, le mot vient de charité. Qui dit charité dit amour. L'Évangile nous commande d'aimer toute personne. Quand on prend la parabole du bon samaritain, on voit bien que le prochain, c'est celui dont on se fait proche. Et ce dont il est question dans l'action de Caritas, c'est d'honorer la dignité des personnes. La dignité des personnes qui sont en but à des situations qui n'honorent pas cette dignité, la faim, la pauvreté, la vulnérabilité, la misère. Et ces réalités-là ne choisissent pas telle ou telle religion. Et donc, l'approche de Caritas, c'est l'approche de l'Église, elle est personnaliste. Elle vise la personne humaine, quelle que soit son origine, quel que soit son statut, quelle que soit sa race, etc. Et si bien que Caritas, effectivement, travaille avec toutes les populations qui existent au Sénégal. Je me souviens qu'il y a quelques années, nous avons réalisé un programme hydraulique assez important du côté de la zone de Linguère jusqu'à Dara. Nous avons fait plus d'une centaine de kilomètres d'adduction d'eau. Il n'y a pas un seul chrétien dans cette zone. Vous voyez. Et donc les populations sont heureuses de voir le travail qui est fait par Caritas. Et pour nous, c'est l'occasion de témoigner de l'amour de Jésus-Christ qui ne choisit pas les personnes selon leur ethnie ou leur race, mais qui veut répondre à tout homme selon ses besoins. Et ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui est de nous aimer les uns les autres. On a vu lors du forum que vous aviez participé à un panel sur la religion et l'accès à l'eau. Pouvez-vous revenir un peu sur les contours de ce panel? Qu'est-ce qui avait motivé l'organisation de ce panel et les résultats qui sont sortis de ce panel? Un événement comme le Forum mondial de l'eau, il peut se centrer davantage sur les problématiques technologiques, les problématiques techniques, les problématiques de mobilisation de ressources ou d'innovation, etc. Et l'aspect religieux ou spirituel de la question peut être un peu passé sous silence. Et c'est l'occasion, on a saisi donc cette occasion dans un comité assez restreint comprenant le dicaster pour le service du développement humain intégral du Vatican, avec Catholic Relief Services, CRS, et Caritas Sénégal. Nous avons mis en place un groupe de travail et nous sommes allés vers les organisateurs du Forum mondial de l'eau pour leur proposer une session spéciale portant justement sur les religions et le droit à l'eau et à l'assainissement, ce qu'ils ont accepté. Et donc cette conférence a été inscrite dans le programme du Forum mondial de l'eau. Alors de quoi s'est-il agi? Ce que nous avons fait, cette session spéciale s'est déroulée sous forme de 2 panels. Un premier panel qui donnait l'approche des religions, la religion chrétienne, la religion musulmane et les religions traditionnelles par rapport à l'eau. Autrement dit, la place de l'eau dans ces religions. Monseigneur Benjamin Ndiaye pour la partie biblique, l'imam Maktar Kanté pour la partie islamique et un jeune doctorant de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, M. Nuno Mané, sur l'approche des religions traditionnelles.
Ensuite, il y a eu un deuxième panel dans lequel est intervenu le cardinal préfet du Dicaster dont j'ai parlé, le cardinal Michael Czerny, qui est intervenu sur la question de l'accès à l'eau sous forme de droit. Ensuite, il avait été demandé à deux organisations, dont Caritas Sénégal et Direct Aid, qui est une organisation islamique d'origine coétienne, de partager ce qu'elles font réellement sur le terrain en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Et à la fin, il y a eu un appel du porte-parole des Nations Unies pour l'accès, pour l'exercice du droit à l'eau et à l'assainissement, le professeur Pedro Araujo, qui est intervenu pour interpeller un peu la conscience du monde, n'est-ce pas, pour que ces droits-là puissent devenir une réalité. Donc c'est cela qui a été le cœur de cette session spéciale, qui a vu donc la participation de la délégation du Vatican, mais également de l'Annonciature apostolique, des évêques du Sénégal, et puis de responsables de Caritas, de CRS, et puis d'autres personnes qui ont pu participer, parce qu'elles avaient vu dans le programme que cette session était organisée. Ça a été une très belle session à laquelle j'ai participé. Et comme vous l'avez dit si bien, aller sur le terrain, apporter des solutions, c'était aussi ça ce qui tournait autour du forum, apporter des réponses. On l'avait appelé le forum des réponses. Et je pense que ce qui est sorti de cette session, surtout le droit à l'eau, le droit à l'assainissement, profitera aux organisateurs, mais profitera aussi au monde de l'eau et de l'assainissement. Parce que c'était une très belle session avec des réponses et avec de belles propositions pour le droit à l'eau et à l'assainissement. Comme vous l'avez dit, Caritas est sur le terrain et apporte des réponses, apporte des solutions. Est-ce seulement l'accès ou bien vous êtes dans la recherche et la science dans le domaine de l'eau et de l'assainissement? Parce qu'on sait en général que l'accès ou bien la mise en place de certains projets vont de pair avec la recherche et la science. Est-ce que Caritas est dans ce sens? On ne peut pas dire que nous ayons les moyens d'une recherche systématique. Mais nous avons à Caritas ce qu'on appelle la Commission nationale hydraulique, donc qui est constituée d'hydrauliciens, de personnes travaillant sur cette question de l'eau au sein de Caritas. Et lorsque cette commission a été mise en place, elle a été mise en place avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, n'est-ce pas, parce que cette commission devait en même temps gérer l'ensemble des forages qui ont été réalisés par Caritas, assurer un monitoring de la qualité de l'eau, assurer aussi un monitoring de la réalité des nappes, etc. Donc, il y avait une approche scientifique qui devait accompagner le travail de Caritas. Et aujourd'hui encore, au niveau de Caritas Kaolack, ils ont un laboratoire d'analyse de l'eau qui est même sollicité par la SDE à l'époque et puis par d'autres services qui ont besoin de maîtriser la réalité des eaux quand on sait que les eaux selon les régions peuvent être fluorées ou saturées ou avoir du sel, une teneur de sel trop importante. Donc, mais c'est une préoccupation au niveau de Caritas d'avoir toujours un accompagnement de scientifiques dans tout ce qui est fait. Même aujourd'hui, sur les questions agricoles, d'agroécologie et tout ça, nous nous tournons vers les universités, Bambey et autres, pour pouvoir accompagner le travail de Caritas. Certes que nous ne pouvons pas toujours le faire de manière systématique parce que nous n'avons pas toujours les ressources humaines pour cela, mais au moins par des contacts et des partenariats avec des universités, il y a une dimension scientifique du travail qui est fait. Alors, tout en n'étant pas une activité purement scientifique, vous avez dû entendre au forum dans la présentation qui a été faite par Caritas que nous avons mis en place un observatoire des services de l'eau. Ça, c'est une autre forme d'approche, sous forme plus de plaidoyer, d'attention aux politiques publiques, pour voir comment ces politiques publiques assurent de manière équitable l'accès à l'eau pour les populations, particulièrement les populations les plus vulnérables. Et ça, c'est une approche qui vient conforter ce qui a déjà été fait. Parce que depuis 50 ans et plus, Caritas apporte des réponses concrètes aux besoins d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, mais il faut aussi que sur le plan du plaidoyer,
en regardant les politiques de réforme de l'État, les politiques publiques, que nous puissions aussi donner un point de vue et pouvoir influencer d'une certaine manière, de manière positive, la gouvernance de l'eau. Parce que nous ne sommes pas les décideurs dans ce domaine et il est important que les décideurs aillent dans le sens du mieux-être pour les populations. Et les décideurs ont bien besoin de ces retours, de vous les hommes qui êtes sur le terrain, qui essayez de soulager les maux des populations. En général, les décideurs ne vont pas sur le terrain et ne connaissent pas ce qui se passe. Et je salue vraiment cet observatoire et également le laboratoire. Moi, je ne connaissais même pas ce laboratoire. Ça, c'est une très belle occasion d'en parler. Le laboratoire d'analyse des eaux de Caritas qui se trouve à Kaolack, à Caritas Kaolack, et que tout chercheur ou bien toute personne qui a un besoin d'analyse en eau peut aller vers ce laboratoire. En allant dans ce sens de plaidoyer dans le domaine politique, dans le domaine de la réglementation, mais dans le domaine de l'accès à l'eau, quelles sont les relations de Caritas avec les autorités gouvernantes sur les questions d'eau? Je dirais le ministère de l'eau et de l'assainissement et aussi les autres ministères qui tournent autour. Ce qu'il faut dire, c'est que Caritas se refuse absolument de fonctionner en électron libre. Nous sommes une association qui a été reconnue comme ONG, reconnue d'utilité publique par l'État du Sénégal, ensuite reconnue comme ONG. Et nous disposons même de ce qu'on appelle un programme d'investissement qui est signé par l'État du Sénégal et qui permet à Caritas, pendant une période de 2 ans, de pouvoir faire des investissements, acquérir du matériel nécessaire pour les programmes hors taxe, hors douane. Donc ça, c'est pour dire la qualité des relations et la reconnaissance dont bénéficie Caritas de la part de l'État du Sénégal. Et il est évident aussi que les services techniques en rapport avec nos projets et programmes, que ce soit l'agriculture, l'hydraulique ou bien les services de développement communautaire, etc., nous sommes en relation. Et l'administration décentralisée également, au niveau des gouverneurs, des préfets, les Caritas font des rapports réguliers aux préfets pour rendre compte de leur travail. De sorte que le préfet qui est à la tête d'un département sache quel est l'apport de Caritas dans la vie des populations de son département. Et au niveau régional, on pourrait dire exactement la même chose. Et lorsque nous élaborons des programmes, nous prenons toujours le soin de faire que ces programmes s'alignent dans la politique de l'État. C'est dire que nos projets et programmes ont toujours des cadres de référence. Si vous prenez la problématique de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement, il y a un cadre de référence auquel nous nous attachons. Si vous prenez les questions d'agriculture, il y a également un cadre de référence auquel nous tenons à nous ajuster. Donc c'est pour dire que Caritas travaille dans la perspective de la politique de l'État, parce que nous n'avons pas du tout l'ambition de remplacer l'État. C'est l'État qui est d'abord en charge des populations et de leur bien-être, mais Caritas, au nom de l'Église, au nom de l'Évangile et au nom du service de la charité, vient apporter, n'est-ce pas, le concours de l'Église catholique. Donc c'est comme ça que nous travaillons, et je peux dire que nous travaillons avec l'État du Sénégal et ses services en très bonne intelligence. Une œuvre de charité que Caritas accomplit en partenariat avec l'État, mais aussi avec tous les acteurs qui tournent autour des questions d'eau et d'assainissement. Caritas ne travaille pas en solo, et c'est la bonne approche à faire dans tout travail, dans toute approche, dans toute relation, collaboration ou partenariat. C'est là où je veux en venir. On a d'autres ONG, on a d'autres structures qui travaillent sur les questions d'eau et d'assainissement et qui, on le sait, en général, interviennent la plupart du temps aussi dans la zone rurale. Quels sont les rapports de Caritas avec ces ONG? Vous avez des projets en commun ou bien comment se passe le travail sur le terrain quand vous vous retrouvez sur un même site en train de mettre des projets ensemble? Dans différents domaines, que ce soit dans le domaine des urgences ou dans le domaine de l'eau, souvent il y a des équipes qui existent au niveau national et dans lesquelles Caritas adhère. C'est comme des plateformes, n'est-ce pas, où nous avons l'occasion d'être avec d'autres acteurs comme nous, des acteurs de terrain, et de pouvoir partager notre réflexion et tout. Il arrive aussi que
nous soyons financés par des organisations qui existent, que ce soit l'Agence française de développement ou que ce soit l'USAID. Bon, même si ces organismes ne sont pas sur le terrain avec nous, c'est par leur financement, ils descendent sur le terrain vérifier ce que nous faisons. Ces dernières années, nous avons eu à exécuter des projets avec CRS, par exemple. CRS qui est une organisation Caritas, mais des États-Unis d'Amérique, mais qui est surtout pour l'action internationale. Donc, il arrive que nous ayons des activités communes avec CRS. Il y en a à Ziguinchor. Il y a d'autres qui sont en discussion en ce moment. Nous avons eu ensemble un projet aussi sur l'assainissement. Donc, il arrive que nous soyons ensemble sur le même terrain. Il arrive aussi que des Caritas diocésaines travaillent avec d'autres organisations qui ne sont pas des organisations d'église sur le même terrain, sur la même problématique en partenariat. Voilà, l'une des associations porte le lead de l'action ou du programme et puis l'autre participe, appuie. Et on a bien besoin de cela quand on sait qu'en général, dans les questions de projets dans les zones rurales aussi, les actions sont disperses. C'est bien de travailler en collaboration avec les autres. Maintenant, tout le travail que vous faites sur le terrain, vous avez parlé tout à l'heure de rapports que vous rendez au préfet et parfois au gouverneur. Est-ce qu'il y a des rapports scientifiques, des rapports techniques ou bien financiers, si je peux citer aussi cette partie, que Caritas met à la disposition peut-être des chercheurs ou bien des étudiants qui voudraient avoir des informations sur ce que Caritas fait exactement? Caritas, comme toutes les organisations Caritas qui sont à travers le monde, sont régies par des normes de gestion. Ces normes de gestion ont été édictées par Caritas Internationalis et il y a un comité de révision qui siège à Rome, dont je suis membre, et qui vérifie comment les Caritas à travers le monde sont effectivement alignés à ces normes de gestion. Et parmi ces normes de gestion, la redevabilité évidemment. Ce qui fait que sur le plan financier, par exemple, les Caritas sont tenus de faire des audits de leur programme ou de certifier les rapports qui rendent dans ce cadre-là. Alors, je sais qu'il y a des Caritas comme Kaolack qui reçoivent aussi des étudiants, des chercheurs, des jeunes doctorants, voilà, qui viennent et certains même après leur formation reviennent à Caritas pour être agents de Caritas. Il y a un rêve que nous avons, en tout cas au niveau du secrétariat national, c'est de créer un centre de documentation. Et là, nous battons un peu notre coulpe parce que quand on considère tout ce que Caritas a fait depuis une 60aine d'années, nous trouvons que nous n'avons pas assez capitalisé toute cette expérience. C'est pour ça que je pose. Et c'est vraiment très dommage parce que nous aurions capitalisé tout cela. Ce serait vraiment une mine pour les jeunes chercheurs qui viendraient dans beaucoup de domaines puisque l'action de Caritas ne se limite pas seulement à la problématique eau, hygiène et assainissement, mais va dans beaucoup d'autres secteurs. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et nous sommes en train d'aller vers une plus grande digitalisation avec la création de systèmes d'information qui vont nous permettre de capitaliser les projets et programmes. Et je pense que la recherche sera plus facile lorsque les gens pourront accéder à une plateforme qui est en train d'être mise en place. Cette plateforme va prendre en charge les questions de gestion financière, les questions de gestion des ressources humaines, les questions de suivi, évaluation, de capitalisation. Et là, je pense qu'on aura vraiment un instrument qui permettra à des chercheurs de pouvoir voir ce que Caritas a fait. On a besoin de cet instrument, on a besoin. Aussi bien pour les chercheurs que pour les ONG qui viennent investir au Sénégal, aussi bien pour l'État. Cela permettrait d'avoir une base de données qui permettrait de voir non seulement les actions de Caritas, mais qui aiderait par exemple, à l'ANSD, quand ils feront les études, ils pourront voir quel taux d'accès Caritas a permis d'atteindre et aussi de les aider dans les données nationales. Il y a des bases de données que nous avons mises en place par rapport à l'un ou l'autre programme important, mais il y a surtout le site web de Caritas qui permet aussi aujourd'hui déjà de rencontrer
un peu la réalité de l'activité de Caritas. Si on ne peut pas aller sur le terrain dans les régions pour aller directement vers Caritas, on peut visiter le site de Caritas pour être au courant de tout ce qui se passe à Caritas. Vous nous parlez tout à l'heure du plan stratégique de Caritas. Pouvez-vous revenir sur les points de ce plan? Disons que nous fonctionnons toujours sur un plan stratégique. Nous avons un plan stratégique de 2017 à 2021 et maintenant nous avons un plan stratégique de 2021 à 2025. Et parmi ce qu'on peut dire de ce plan stratégique, il y a, pour rejoindre ce que nous avons dit tout à l'heure, il y a 5 secteurs prioritaires et 4 domaines d'impact. Notamment eau, hygiène, assainissement est un des premiers secteurs prioritaires de l'action de Caritas. Vous avez aussi l'agriculture durable, parce que nous voulons participer à assurer la sécurité alimentaire des populations, est absolument important. La sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui connaît Caritas, c'est que nous intervenons beaucoup dans la question des urgences. La sécurité sanitaire, la sécurité sociale et juridique. Et il y a des domaines d'impact. On appelle ça des domaines d'impact puisque c'est des domaines qui sont un peu transversaux, notamment les migrations et les droits humains, toutes les questions liées au climat, la question de l'emploi des jeunes et puis la question de l'inclusion des femmes, n'est-ce pas, pour favoriser plus l'équité vis-à-vis des femmes. Donc on peut dire que dans les grandes lignes, c'est ça, un peu ça le plan stratégique de Caritas Sénégal, mais accompagné par cela le développement du partenariat, le renforcement des ressources financières dans le cadre de la mobilisation. Parce que si on parle de renforcement du partenariat, c'est justement pour ouvrir davantage ce partenariat. Sachant que jusque-là, Caritas a surtout un partenariat intra-église. Je dirais même souvent Caritas et avec d'autres organisations, non Caritas, mais organisations d'église. Donc il faut créer un partenariat plus élargi avec des structures étatiques ou avec des grandes agences internationales qui peuvent effectivement financer aussi le développement que porte Caritas. Et Caritas a vraiment besoin de ces types de partenariats, vu l'ampleur du travail que vous abattez et des sujets sur lesquels vous travaillez. C'est l'assainissement, l'accès à l'eau et à l'assainissement, un des points forts. L'agriculture, un des points forts. La nutrition, ce sont des sujets qui vraiment touchent l'humain, comme on le dit depuis le début, et qui aident à améliorer la condition de vie des êtres à travers, je ne dirais pas seulement le Sénégal, mais à travers le monde. Donc, toutes ces actions de Caritas méritent d'être connues et aussi des partenariats très très solides noués pour pouvoir continuer cette belle œuvre qui se fait avec Caritas. Au vu de tout ce qui a été dit depuis là et surtout de votre participation au forum, on l'a vu, ceci pourrait peut-être impulser ou bien aider à nouer des partenariats parce qu'on sait que le forum était mondial et qu'il y avait beaucoup d'acteurs du milieu qui étaient présents. Qu'est-ce que Caritas pense avoir capitalisé de sa participation au forum et aussi de ce qui s'est lié depuis le forum à maintenant, ce qui a été fait? Qu'est-ce que Caritas a pu capitaliser? On n'a pas eu encore cette réflexion sur ce qu'on a pu capitaliser du forum. Mais moi-même et sœur Marguerite Sadio, des Sœurs de l'Immaculée, nous avions été intégrés dans la délégation du Vatican, qui était conduite par le cardinal Michael Czerny. Et donc, ceci nous a permis de faire, en tout cas de participer à beaucoup d'activités et d'en faire rapport. Nous sommes sur le point de finaliser nos rapports pour les envoyer à Rome. Et là-dessus, personnellement, les points qui m'ont le plus frappé et que je tiens à partager, il a beaucoup été question du droit à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Mais le problème d'un droit, ce n'est pas de le proclamer, c'est de le rendre effectif. Donc, c'est une véritable question que l'effectivité de ce droit d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Parce que ça interroge la volonté des États, ça interroge la prise en charge sur le plan juridique de la question, ça interroge beaucoup de dimensions, pour ainsi dire. Et il y a également quelque chose qui est revenu très souvent, l'impact du changement climatique. Or, nous avions perçu cela puisque notre dernière Assemblée générale qui s'est tenue au mois de février a consacré toute sa session d'études sur les questions
d'agroécologie et de changement climatique, pour voir comment nous, Caritas, nous devrions accompagner les populations justement à s'inscrire dans ces dynamiques-là et à les prendre réellement en charge. Les politiques publiques pour favoriser l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, surtout pour les populations les plus vulnérables. Quand je parle de l'Observatoire des services de l'eau que nous mettons en place, c'est justement pour nous assurer que les politiques publiques sont des politiques efficaces, efficientes et qui ont vraiment un impact réel dans la vie des populations, surtout les plus vulnérables. Mais également le financement, parce que ce n'est pas tout d'avoir de grandes ambitions. Si les financements ne sont pas mobilisés et s'ils ne sont pas accessibles aux acteurs de terrain comme nos ONG et d'autres, il est évident que les transformations ne seront pas aussi rapides qu'on le souhaiterait. Il y a une idée qui m'a paru très importante aussi, c'est la question de l'eau au cœur de l'agenda politique du monde. On sait qu'en 2023 se prépare cette conférence des Nations Unies sur l'eau, mais justement, il est important que des questions aussi vitales que l'eau puissent être inscrites dans l'agenda politique mondial, n'est-ce pas, pour que tout le monde puisse les prendre en charge. Mais j'ai relevé aussi les problèmes spécifiques à l'Afrique, n'est-ce pas, par rapport à l'accès à l'eau et tout, mais surtout dans la gestion des bassins fluviaux qui mobilisent plusieurs États. Voilà, que des pays voisins puissent s'entendre pour bénéficier ensemble de cela et propulser leur développement, plutôt que ça devienne des causes de conflits, comme on voit entre l'Égypte et l'Éthiopie notamment. Et enfin, un enjeu de sécurité alimentaire. On ne peut pas assurer la sécurité alimentaire si on n'assure pas un véritable accès à l'eau, une sécurité de l'eau. Donc, sans qu'on ait eu à capitaliser, la réflexion personnelle que j'ai faite pour avoir écouté ou suivi certaines activités, ça m'a amené à relever ces points-là et je vais les partager dans mon rapport qui sera envoyé à Rome. Ça englobe le tout en fait de ce qu'on peut retenir de ce forum. L'accès à l'eau et à l'assainissement qui est lié aux enjeux environnementaux, qui est lié aux enjeux alimentaires, qui est lié à la vie, à la santé, à tout. Donc, je pense que je peux passer à ma prochaine question qui devrait porter sur les recommandations. Les recommandations que Caritas pourrait faire à l'endroit du monde de l'eau et de l'assainissement. Vous avez noté ces points qui sont très, très intéressants et qui, j'en suis sûre, pourront aider à proposer des recommandations ou des pistes de solutions dans ces questions. Il est évident qu'une rencontre comme le Forum mondial de l'eau a pour intérêt que ça rassemble des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres chargés de la question de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, des responsables de communautés, collectivités locales, etc., des scientifiques, des acteurs de terrain, des ONG, etc. Donc c'est tout un monde qui est là. Et il est important que l'élan qui a mobilisé tout ce monde pendant quasiment une semaine autour de cette problématique, cet élan soit honoré. Autrement dit, que ce ne soit pas un moment vécu et puis on passe à autre chose. Deuxièmement, et ça c'est un peu un sujet de débat pour certains, ceux qui constituent le Conseil mondial de l'eau, beaucoup sont des acteurs de l'eau au sens où c'est de grandes organisations qui gèrent l'eau. Mais ces organisations doivent être très attentives aux besoins qui sont à la base dans les différents pays et voir avec les États comment, dans une synergie, prendre les décisions qui permettront l'accès à l'eau et tous. Une recommandation que j'aimerais faire aussi, et qui est une des questions que nous porterons dans l'Observatoire des services de l'eau, c'est la marchandisation de l'eau. L'eau est un droit humain. Et tout ce qui relève d'un droit humain ne devrait pas être vendu. Mais ça devrait être accessible. Et donc, nous devons faire tous ce que nous pouvons faire pour que l'eau soit accessible à tous et qu'on n'ait pas à acheter l'eau pour boire. Parce que ce qui relève de la vie, et nous sommes des croyants, nous disons que c'est Dieu qui a donné cette eau, puisqu'il est le créateur du monde. Et il met cette eau au service de l'homme et de sa vie, et cette eau doit être disponible pour tout le monde,
pour la santé, pour les activités, pour la nourriture, etc. etc. Je crois aussi que cette grande réunion des Nations Unies qui va se passer devra être une réunion participative. Il faut que les populations à la base soient écoutées. Et ça, c'est un des regrets que j'ai avec ce Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Dakar. Et beaucoup de participants ont déploré qu'il était trop cher, à tel point que nous avions pensé pouvoir faire participer des acteurs de la base dans les groupements que nous connaissons ou dans les associations d'usagers de forage. Nous n'avons pas pu le faire parce qu'on n'aurait pas pu trouver les ressources pour cela. Et donc, il faut que les décideurs de la question de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement soient aussi à l'écoute des populations à la base qui sont les plus concernées et qui sont confrontés dans leur quotidien à cette réalité. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais au moins ces axes-là me paraissent suffisants. Je retiens 3 belles recommandations. Le fait que l'élan qui a motivé ce forum ne soit pas vain, qu'on puisse continuer à attiser cet élan et à promouvoir vraiment la collaboration, le rassemblement de tous les acteurs pour pouvoir proposer des réponses au monde de l'eau et de l'assainissement, mais aussi l'écoute des populations de la base. Que ça ne soit pas juste une question d'acteurs principaux qui sont au-dessus et qui décident, mais qu'ils écoutent les populations qui sont à la base et qui sont confrontées à ces problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement. Je retiendrai aussi le fait que l'eau soit un droit humain et qu'on devrait on devrait arrêter, je dirais même pas éviter, on devrait arrêter de la marchander. Donc retenons ces 3 recommandations. Merci beaucoup, Abbé, pour ces très belles réponses apportées. On a beaucoup appris aujourd'hui par rapport à, non seulement à l'action de Caritas dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, mais tout ce que Caritas fait en général dans le domaine alimentaire, dans le domaine de l'agriculture, mais aussi les questions, les enjeux d'eau et d'assainissement au Sénégal. Ça ressort dans vos propos, ce qui se passe sur le terrain, ce que la population vit sur le terrain par rapport à ces questions d'eau et d'assainissement. Et on voit le plan stratégique que Caritas a mis sur pied pour pouvoir continuer son travail d'apport d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi dans les autres domaines de Caritas. Vous parliez depuis tout à l'heure de l'observatoire. Pouvez-vous revenir un peu sur cet observatoire? Pour nous, cet observatoire était quelque chose qui devait venir. Parce que pendant longtemps, nous avons été dans la réalisation d'ouvrages hydrauliques, d'adduction, pour que les gens aient accès à l'eau. Sans peut-être pas beaucoup d'attention sur les politiques publiques et tout ça. Et c'est la dernière réforme des forages ruraux qui a attiré notre attention, puisque pratiquement du jour au lendemain, nous ne pouvions plus avoir l'accord de nos partenaires pour continuer de creuser des forages qui allaient revenir à des privés qui les géreraient en commercialisant l'eau. Voilà. Donc ceci nous a amené à nous dire qu'il faut peut-être une autre approche. Et donc le principal objectif de l'Observatoire, c'est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de l'eau, n'est-ce pas, par le renforcement des capacités des acteurs. Parce que autant nous allons être attentifs à la gouvernance de l'eau en général, mais les acteurs que nous connaissons, avec qui nous sommes en relation, nous allons aussi les renforcer pour qu'ils puissent participer de cette veille stratégique un peu sur toutes les questions concernant l'eau, n'est-ce pas? Mais concrètement, nous allons mettre en place une équipe pluridisciplinaire, scientifiquement quand même très forte, avec un comité de pilotage, avec des représentants des Caritas, avec un ensemble d'organisations que nous avons déjà identifiées de la société civile et qui sont actives dans le domaine de l'eau, pour participer ensemble dans la réflexion, dans l'action, n'est-ce pas, et dans les propositions. Parce qu'il ne s'agit pas de créer un organe de critique ou je ne sais pas quoi, il s'agit de créer un organe qui a une approche scientifique des choses et qui ait une force de proposition. Parce que les gouvernants, il faut aussi les accompagner par des propositions pour que les politiques publiques qu'ils mettent en place soient les mieux réussies, en tout cas pour le bien des populations. Et les projets sont en général réussis quand tous les acteurs
qui tournent autour du projet ou bien qui tournent autour de la question sont ensemble et travaillent ensemble. Et c'est le vœu de cette observation. Merci beaucoup, c'est bien compris. L'observatoire qui va essayer de rassembler tous les acteurs qui tournent autour de la question pour apporter des solutions, pour faire des propositions aux gouvernants et les aider dans leur politique et dans leurs décisions pour les populations. Et pour finir, on pourrait revenir sur les projets futurs ou actuels ou futurs de Caritas dans le domaine de l'eau. Quels sont les projets phares en ce moment que Caritas est en train de dérouler sur le territoire sénégalais? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant très longtemps, nous avons été dans le forage de puits, la réalisation de forages, d'adduction, de châteaux d'eau, etc. Ces grands projets-là sont un peu en sourdine aujourd'hui. Non pas que les besoins n'existent pas, mais parce que justement la nouvelle politique nous a amené avec nos partenaires à mettre un peu ce type d'activité un peu en stand-by. Donc l'Observatoire, c'est un des nouveaux projets avec une démarche nouvelle sur la question de l'eau, n'est-ce pas? Nous sommes aussi en train de discuter avec d'autres organisations sur un assez important programme qui toucherait plus l'hygiène et l'assainissement, avec l'implication d'au moins 3 Caritas diocésaines. Mais les Caritas sont aussi dans beaucoup de problèmes de programmes de sécurité alimentaire qui naturellement impliquent aussi la problématique eau. Voilà. Donc ce serait difficile de vous dire comme ça de mémoire tous les programmes qui sont en cours, mais il y en a un certain nombre dans les différents diocèses. Parfois conduits par un diocèse ou parfois conduits par 2 ou 3 diocèses en même temps. Nous disons un très grand merci à l'abbé Alphonse pour ces partages. Ça a été très fructifiant, si je peux dire ainsi. J'ai beaucoup appris, même si je suis dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. J'ai beaucoup appris aujourd'hui de ce que Caritas fait à travers le Sénégal et surtout de cette partie sciences et technologie, comme vous avez dit, même si vous n'êtes pas directement dans le RAD, vous participez parfois aussi dans le volet scientifique avec les universités, mais aussi avec le laboratoire qui fait l'analyse des eaux qui se trouve à Kaolack. Je noterai aussi l'observatoire qui est un très beau projet. Si cela aboutit, ça sera un grand apport dans le secteur de l'eau et de l'assainissement qui en a beaucoup besoin. Et comme vous avez dit, nos politiques, nos gouvernants ont besoin de ces types de propositions pour pouvoir eux aussi, de leur niveau, faire leur travail et nous aider davantage à arriver à ce dont on veut, l'accès, le droit à l'eau qui doit être vraiment effectif, pour tout être humain sur la terre, mais aussi pour notre pays ici au Sénégal. Abbé, votre dernier mot. Vous remercier le jour du Seigneur pour cette invitation et surtout pour l'occasion que cela nous a donné de revenir sur le Forum de l'eau, un grand événement mondial que le Sénégal a accueilli. Mais je suis sûr que les personnes peut-être ne sont pas bien au courant des enjeux de tout ce qui s'est dit et de tout ce qui pourrait sortir d'un événement mondial comme celui-là. J'espère avoir permis de comprendre un peu ce qui se joue à travers ce type de forum. Je vous remercie d'autant de cette invitation que je continue à croire que même les chrétiens, les catholiques sénégalais ne connaissent pas Caritas. Si je demandais à quelqu'un que savez-vous de Caritas, il vous dirait que Caritas distribue des vivres ou des médicaments et tout, alors que vous voyez bien que l'action de Caritas est bien au-delà de tout cela. Et tous les ans, ce sont des milliards que Caritas investit dans ces différents domaines et secteurs, justement pour venir en aide aux populations les plus démunies. Un grand merci pour d'avoir accepté cette invitation et d'être venu sur notre plateau et d'avoir partagé généreusement toutes ces informations sur Caritas qui, nous les espérons, vous permettront à vous aussi, chers téléspectateurs et chers internautes, d'avoir une meilleure vision de Caritas, de savoir ce que Caritas fait à travers le Sénégal, particulièrement sur les questions d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi si vous voulez d'aller vers Caritas, si vous êtes dans des zones
qui ont besoin en accès en eau et à l'assainissement, Caritas de vos diocèses ou bien de vos paroisses, vous pouvez aller vers eux. Et nous vous disons un très grand merci de nous avoir suivis et que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs en Christ, le commandement de l'amour est le seul que Jésus nous a laissé, car Jésus veut que l'amour dont il est la source continue à exister malgré son absence physique, malgré les péripéties de la vie. La nuit même où il a transmis ce commandement de l'amour, l'évangéliste Jean a mentionné Judas sortant de la maison pour aller sceller avec les autorités juives de l'époque le sort du Fils de Dieu. Bien qu'il se savait trahi par l'un des siens, Jésus n'a jamais douté que l'amour sortirait vainqueur de son combat contre le mal, et il a tenu à l'affirmer durant les heures les plus tragiques de sa vie terrestre. Seul l'amour qu'il a pour le monde l'a convaincu d'aller jusqu'au bout du don de sa vie, du don de sa personne sur la croix. La trahison vécue par Jésus le soir du Jeudi Saint et la persécution subie par les premiers chrétiens sont les deux situations que la liturgie de la parole nous propose ce dimanche pour illustrer les nombreux obstacles que le christianisme rencontre sur son chemin. Cela suffit pour nous convaincre que la vie chrétienne est semée d'embûches, à l'image de ce monde défiguré par la violence, la haine et la volonté de tout détruire. Mais c'est dans ce contexte hostile que le christianisme doit enfanter le monde nouveau en continuant à s'affirmer comme la religion de l'amour. L'amour est un commandement et non une option, parce qu'il fait partie de notre identité chrétienne. Un chrétien qui choisit de croire au Christ ne peut que s'engager sur la voie de l'amour. Le succès du rayonnement du christianisme dans le monde dépend en grande partie de notre capacité à aimer tout le monde, en commençant par ceux qui nous sont proches, comme le confirme Jésus quand il dit, toujours dans l'évangile de ce dimanche, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Le témoignage chrétien est donc moins une question de spéculation et de théorie qu'une affaire de pratique et de vécu. Nous sommes chrétiens, pas principalement pour faire de beaux discours sur l'amour, mais essentiellement pour vivre concrètement l'amour en communauté, en famille, en paroisse, avec tous ceux que nous croisons sur nos routes, afin que le monde nouveau advienne et demeure pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, c'était votre émission Le Jour du Seigneur. Merci infiniment de nous avoir suivis. Que par Marie, Notre-Dame de Fatima, la bénédiction du ressuscité soit sur vous partout et en tout temps. Bon dimanche, excellente semaine, à très bientôt.